Alors, le livre. Le livre, oui. Bon, alors on a divisé ça en fait en trois parties. On a fait une première partie en fait sur l'autopsie de la crise. Alors pour vous, bon, vous êtes étudiant en finance, etc. Peut-être que les choses vous paraissent beaucoup plus évidentes que d'autres étudiants. Mais c'est vrai que moi, j'ai remarqué dans les cours que je donne, quand je dis oui, pourquoi il y a eu la crise, la plupart des gens ils t'expliquent 3000 trucs, le taux variable, machin, sans t'expliquer vraiment la base de la crise. Et pour moi, la base de la crise, c'était l'incapacité de l'économie américaine à distribuer des salaires décents. Voilà. Et une surproduction. Donc il fallait bien que quelqu'un consomme cette surproduction. Les Américains avaient bien compris que ce n'était pas Puff Daddy qui pouvait tout consommer. Que même s'il achetait un plasma tous les jours, il ne pouvait pas écouler le stock de plasma. Même s'il achetait une Chrysler tous les jours, il ne pouvait pas écouler le stock de Chrysler. Donc il fallait que ce soit le pauvre. Et pour que ce soit le pauvre qui consomme, il faut qu'il s'endette. Et c'est pour ça qu'on a inventé le subprime. Ça, c'est un des facteurs. Et le deuxième facteur, c'est que depuis les années 80, l'économie mondiale est régulée par un système de type financiarisé. En fait. Il y a un rôle important de l'action. Voilà. Après, ce facteur, tant qu'on n'aura pas trouvé un autre mode de régulation en fait, de l'économie, tant qu'on pensera que le fait de distribuer un salaire faible, c'est un signe d'efficacité, pour deux raisons, parce que la première raison, c'est une notion de base, non, pour une raison principale. La première raison, c'est la notion de base de type Smith, quoi, qui montre que pour qu'il y ait un profit élevé, il faut que le travailleur ait un salaire faible. C'est la base de l'économie, hein, du XVIIIe siècle. C'est vrai, elle fonctionne. Voilà. Et donc, si le salaire est flexible, il ne peut être flexible qu'à la baisse. D'accord. Et je dis ça, bien sûr, sans aucune doctrine politique qui me pousse derrière. Je suis docteur en économie, je suis d'analyser comme un médecin, de guérir. Quoi. Il n'y a pas une doctrine politique qui me pousse à dire ça, je vous le dis tout de suite. Et je pense que tant qu'on n'aura pas trouvé une solution à ce problème, tant que les salaires resteront faibles, tant que l'économie sera régulée par une économie de type financiarisé, où des hedge funds peuvent avoir l'équivalent de 5 fois la Grèce en montant, finalement l'économie est poussée à rencontrer d'autres crises. Voilà. Ça c'est mon point de vue. Je pense que c'est la thèse que fait le livre dans les deux premières parties. La première étant justement le fait que l'origine de la crise, ça n'a pas été seulement cette sophistication qu'on annonce et qu'on aborde dans tous les médias, mais aussi cette construction sociale américaine qui a mené à ce qu'on a vu. La deuxième partie étant une révision de tout ce qu'il y a eu comme plan de relance, un peu pour se cadrer. Et la troisième... Parce que ça, les plans de relance, c'était aussi assez important, parce que les gens ne savent pas trop quels sont les montants, ils comprennent. Là, c'était bien d'analyser les deux plans de relance et de comprendre sur quel principe de base, un principe un peu théorique, hein, repose les plans de relance. Les deux. Parce qu'un plan de relance, une politique budgétaire, sur quel principe de base ça repose? Sur le principe du multiplicateur. Tu investis 20 milliards, tu récupères, en fonction de la proportion à consommer, 5 ou 4 fois plus. C'est à peu près ça l'histoire. Et là, en fait, on se rend compte que la proportion à consommer, justement, est au plus faible. Alors, ils ressortent deux théories hein, que j'ai vues dans le monde, même si je ne l'ai jamais vraiment vérifié quand j'en parle autour de moi. C'est la théorie de Ricardo qui dit en fait que c'était marqué tel quel dans le monde, hein, qui dit que quand il y a eu un plan de relance, les gens anticipent que l'impôt va augmenter, et comme ils anticipent que l'impôt va augmenter, ils épargnent beaucoup et donc consomment peu. Donc la proportion à consommer est au plus bas. Bon, j'ai essayé de demander à ma mère, à ma tante, je ne veux pas leur de penser, enfin bon, non, j'ai demandé je demandais à quelqu'un, est-ce que tu épargnes pour payer des impôts futurs? Je sais pas, les gens qui disent, en général ils épargnent par précaution plutôt, c'est vrai. Ils ont une peur, ils épargnent, c'est rarement pour se dire, oui, dans 20 ans, peut-être je paierai un impôt. Je ne sais pas si les gens pensent comme ça. Je vais demander autour de vous, moi j'ai demandé, enfin sans enquête formelle, hein, j'ai demandé à quelques personnes comme ça, j'ai pas l'impression que c'est ça, j'ai l'impression qu'ils constituent une épargne plutôt de précaution. Et on voit en fait que finalement, une des hypothèses de base pour que le multiplicateur fonctionne est finalement au plus bas. Donc il y a de fortes chances que le multiplicateur annoncé soit beaucoup plus faible que prévu. Et donc il y a une forte chance qu'on supporte une partie du plan de relance. Voilà, c'est ça l'objet de la deuxième partie. Ce qui nous a mené justement à la troisième, sur laquelle on s'est penché par la fin parce qu'on voulait être, à jour, je veux dire en plein dans l'actualité, et tous nos graphes sont à jour justement. C'était les schémas de reprise. Les schémas de reprise, on parle de V, W, U, etc. On les expose en détail. Il y a surtout ce W, puisqu'il y a ces plans de relance qui ne fonctionnent pas ou qui ont un effet simplement sur court terme. Au fond, il y aura quelque part une replongée vers ce qu'on a vu avant cette petite reprise qu'on voit actuellement. Après les schémas de reprise, on regarde les survivants de la crise. Alors, dans les schémas de reprise, si je peux, il y a une partie il y a la reprise en haut, que vous avez tous lu. Bon,
la reprise en haut. En fait, souvent les gens pensent qu'ils ont mis toute l'inflation dans la reprise en W. Ils se disent oui, il y a une reprise en W et l'inflation va faire qu'il va y avoir une redescente. Sauf que pour le pétrole, on ne peut pas vraiment parler d'inflation. Le prix il a augmenté de 120% en 6 mois, c'est pas une inflation comme une autre. C'est pas une inflation comme une autre. Et le problème, c'est que là, en ce moment, l'offre est au plus bas. Il y a une compression de l'offre de l'OPEP, une compression de l'offre des entreprises qui refusent d'investir parce que le prix n'est pas assez élevé. Et à côté de ça, il y a la demande qui est descendue avec la crise. Donc là, on est dans un équilibre, mais de niveau bas. Un équilibre autour de 70 $, on va dire, sans spéculation et sans lien avec le dollar. 70 $, à niveau bas. Mais si demain, il y a une véritable reprise, qui s'annonçait plutôt que prévu, mais qui, avec la fête de Dubaï aujourd'hui, est repoussée encore un peu plus loin. Voilà. Mais le jour où il y a une vraie reprise, une augmentation de la demande va passer au-dessus de l'offre, là, le prix va monter en flèche. Et il faut savoir que l'offre est beaucoup plus rigide que la demande, parce qu'avant que l'OPEP ouvre les robinets, ils doivent se réunir, donc ça met un mois. Ils ouvrent un petit peu au début, après ils se réunissent une deuxième fois, ils ouvrent encore un peu plus. Donc ça va mettre du temps avant que l'offre rattrape finalement la demande. Et donc là, le prix va monter très très haut. Et si le prix monte très haut, il risque de peser sur la reprise. Voilà, c'est ça en fait. Donc il y aura une espèce de cercle vicieux. Voilà. Alors, bon, au début j'ai parlé, bon, là, le pétrole étant ma spécialité, ma passion. J'avais envoyé un article comme ça, déjà à la tribune, un peu dans le même style. Il y a l'expansion en avril, je crois, de l'année dernière. Alors les gens disaient oui, c'est intéressant, mais ils trouvaient ça toujours un petit peu scénario un peu fou. Ça les fait rire, oui, ça tient le goût un peu, mais c'est un peu fou. Et là, dernièrement, sur les 1 an de la crise, que le monde a relié, enfin, vous savez, que le monde a relié pendant 1 mois, il y avait les scénarios de plusieurs économistes. Et il y avait un des scénarios de Boissieu, que vous connaissez très bien, je pense, qui n'est pas à remettre en cause. Et dans ce scénario-là, il disait les 2 choses qui peuvent empêcher la reprise, l'inflation et la hausse des prix du pétrole. Sortir, je suis très content. Voilà. Ouais. Plus de l'article qu'on a dans la tribune, la reprise en haut, comme ça, vicieux. Et voilà. Oui, que vous avez tous vu d'ailleurs. Donc pour dépasser un peu l'alphabet, justement finir avec un O, ne rien dire au fond, mais qui représente ce cercle vicieux. Et après avoir regardé ces chemins de reprise, il y a une sorte de scénario de récapitulatif de ceux qui ont survécu à la crise, puisqu'on regarde toujours ceux qui ont fait faillite, les Lehman Brothers, etc. Mais aussi, il y a des gens qui ont survécu, qui ont fait des performances exceptionnelles, les fonds du vice, ceux qui investissent dans le sexe, les casinos, l'armement, l'alcool, les cigarettes. Ceux-là font mieux que tout le monde, bien qu'ils soient affectés par les cours boursiers. Il y a aussi la microfinance, l'ange, alors que les fonds du vice sont un peu le démon, donc ange et démon. C'est très joli comme titre. Et il y a enfin, à part la microfinance, il y a eu la finance islamique. La finance islamique. La Dauphine, non, la finance islamique. Oui, j'ai vu ça une fois. Nader nous met toujours à jour avec les liens sur ce marché en pleine expansion, et qui est un marché en pleine expansion. Simplement, il a été touché par la crise aussi, pour la simple raison qu'il vit dans un environnement financier particulier. Quand les... Salut. Il a touché aussi par la faillite de Dubaï. Ça c'est sûr. Et quand les liquidités s'assèchent, c'est les banques finalement qui doivent emprunter quelque part. Quand les liquidités s'assèchent, ils vont être touchés. Et enfin, la partie dont... Alors, si je peux rajouter un truc juste. Ce qui était marrant sur les fonds du vice, c'est Aline qui a mis cette idée. Je vous le dis tout de suite, c'est Aline qui a mis cette idée sur les fonds du vice. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pour ça qu'on en a parlé, c'est que c'était une époque où genre, les gens comme Attali disaient oui, ce qui va nous sortir de la crise, c'est l'altruisme. Et à ce moment-là, où lui disait ça, les gens investissaient beaucoup dans les fonds du vice parce qu'ils étaient moins rigides, moins flexibles, moins sensibles pardon, à la crise. Donc c'était assez marrant, je trouvais ça. C'est vrai, au moment où Attali dit c'est l'altruisme, il faut dépenser à l'autre, etc. Là, finalement, les gens investissaient dans le fonds du vice, qui augmentait en flèche. Justement, et le vice rapporte plus que la vertu. Les fonds éthiques ne faisaient pas aussi bien que le vice. Voilà. Donc les fonds Ave Maria, les fonds catholiques étaient en berne quand le fonds du vice faisait plus 50%. Et on se rend compte finalement que s'il y a une chose qui est durable sur le marché, c'est justement ces secteurs qui sont tellement dépendants sur l'addiction des consommateurs. L'armement, l'alcool, les cigarettes, ces choses-là, même si on monte votre paquet de cigarettes à 8 €, vous continuerez à acheter votre paquet de cigarettes. Ou alors vous demanderez à votre ami libanais de vous rapporter un paquet. Ça arrive. Mais le truc, c'est qu'on est dépendant de ces choses-là. Et au fond, il y a une addiction. Et c'est ce qui fait survivre ce genre de fonds. Qui performe très très bien. D'ailleurs, il y en avait un, maintenant il y en a deux. Adult Vest n'investit que dans les industries pornographiques. Il est spécialisé dans les LBO d'industries pornographiques. Donc, vous voyez un peu l'évolution de ce secteur.
C'est très intéressant. Alors j'investis sur lui. Il y a des intéressants. Alors pour plus de détails, justement.